Vous avez pu lire la petite citation qui est marrante. Au-delà du trait d'humour qu'on a voulu donner avec Damien, on a voulu aussi pointer du doigt l'absurdité des réseaux sociaux de nos jours, qui nous donne un peu l'illusion qu'on est ouvert sur le monde, ouvert sur les autres, mais en fait, on va voir qu'on est assez fermé dans nos cercles de connaissances et qu'on laisse très peu de place au hasard. Donc vous verrez que ces deux thèmes-là vont être un peu les fils rouges de notre présentation. Donc, pour commencer, on va déjà vous faire un état de l'art un petit peu des moyens de communication qu'on a sur Internet et qui ont évolué depuis la création du web. Donc on va commencer par les messageries instantanées. Donc, dans les années 2000, ce qu'on avait au tout début pour communiquer, et ce qui a été rendu populaire les premières années, c'est MSN, Skype, donc des messageries instantanées vraiment old school, et qui avaient pour avantage de révolutionner un petit peu les moyens de communication qu'on avait à l'époque. Donc c'était plus par téléphone et plus par d'autres moyens. On pouvait échanger des messages très rapidement et à distance. Les limites qu'on retrouvait, c'était que déjà ces échanges étaient limités au cercle de contact, aux gens qu'on remplissait, qu'on saisissait à l'intérieur du logiciel. Il nous fallait savoir soit un identifiant, soit un email, soit une autre information. Et on pouvait faire à l'époque des conversations avec peu d'interlocuteurs, des channels avec 5 ou 6 personnes. Et le contenu multimédia qui était échangé était assez pauvre. Envoyer une image à l'époque, envoyer une photo, c'était super. Alors que maintenant, on envoie sur Slack, on peut partager très facilement avec un copier-coller, des images, etc. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Ensuite est venu les réseaux sociaux. Deuxième révolution dans les moyens de communication digitaux, c'est les réseaux sociaux qui sont apparus dans les années 2000 au début. Les années 2000 comme Facebook, Twitter, j'en passe. On va voir que les avantages de ces réseaux sociaux vont être un peu la réponse aux limites des messageries que Damien a présentées. On va voir que l'avantage de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils vont être totalement multimédia. Partager du texte, de la photo, de la vidéo, de la musique, peu importe, il y a beaucoup moins de limites. Et on va voir aussi que ça va être multiplateforme. Ces contenus vont pouvoir être partagés par des ordinateurs, PC, téléphone, tablette, smartwatch, etc. Donc là aussi, une ouverture sur les plateformes. On était limité par le cercle de contact tout à l'heure. Ici, on va un petit peu plus loin. On va pouvoir rester en contact avec ce qu'on appelle un cercle de connaissances. On n'a plus besoin d'avoir l'identifiant du contact avec qui on veut parler, mais là on va pouvoir discuter avec sa famille ou des personnes sur Twitter qu'on connaît ou même qu'on ne connaît pas. Donc on va pouvoir élargir un petit peu notre cercle de connaissances. Troisième avantage, c'est qu'on va avoir des échanges asynchrones. Tout à l'heure, dans les messageries instantanées que Damien présentait, si on se déconnectait, la conversation était terminée. Il fallait que les deux utilisateurs soient connectés en même temps pour discuter. Ici, par exemple, sur Facebook, je poste une photo, je me déconnecte, j'y reviens une heure après, je pourrais voir les commentaires qui ont été postés, je pourrais y répondre, et ça de façon asynchrone. Donc c'est aussi ce qui a fait la force de ces outils. Et enfin, le dernier avantage, c'est qu'on a une consultation ciblée. Moi, je suis sur Twitter, je suis des sportifs, des musiciens, des développeurs, je ne suis pas, par exemple, des cuisiniers, des choses comme ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Et on va voir que cet avantage, pour nous, il se transforme surtout en une limite, parce qu'on ne va pas s'ouvrir l'esprit. Je suis sûr qu'il y a des cuisiniers qui disent des choses très intéressantes sur Twitter, et pourtant ça ne m'intéresse pas, et je me ferme à ça. On va voir que c'est la première limite. Deuxième limite, c'est les réseaux sociaux, on trouve que ça nuit à l'esprit critique. On va avoir tendance, en tout cas moi, je pense que je ne suis pas le seul, quand il y a un post qui est fait sur Facebook avec 100 000 j'aime, on va avoir tendance à vouloir participer au buzz et cliquer aussi sur j'aime ou partager. Et ça inconsciemment. Et deuxième point aussi, c'est qu'on va, par exemple, imaginons que quelqu'un poste une photo avec un sens un petit peu caché, au lieu de faire le processus intellectuel pour comprendre cette photo, on va directement lire les commentaires en se disant « Ah ouais, lui il a compris ce que ça voulait dire, et au final ça se trouve il est totalement faux, il a plein de j'aime, on croit, et on s'arrête là. » Donc ça c'est aussi une limite assez importante de ces réseaux. Limite, encore une fois, on est limité au cercle de connaissances. Tout à l'heure, c'était les contacts, c'est un peu différent. Ou alors aux abonnements, comme sur Twitter. Une catégorie. Après les réseaux sociaux, on vient en messagerie instantanée. On a une nouvelle génération de messagerie instantanée, Snapchat, WhatsApp, Hangout, Slack et Facebook Messenger et tous ces outils. Donc là, pourquoi ce comeback? Déjà, les outils sont beaucoup plus accessibles qu'à l'époque. Déjà, ils sont ultra connectés, on peut les retrouver sur nos portables, sur nos tablettes, même sur nos montres maintenant. Et ils sont donc plus ergonomiques, plus intuitifs. Mais on retrouve une des limites qu'on avait citées lors des messageries instantanées old school, qui était la limite au cercle de contact.
qui est un petit peu plus étendu avec Facebook Messenger, parce que là, on va se limiter à nos contacts Facebook, mais élargi à notre cercle de connaissances. Mais on reste quand même limité au nombre de personnes à qui on va s'adresser et avec qui on va échanger. On termine par une nouvelle génération d'outils qu'on a appelés les outils qui permettent de faire des échanges éphémères. Ils sont très récents, de quelques années. Les principaux acteurs, c'est Snapchat, Periscope, Facebook Live. Le gros point fort de ces applications, c'est qu'ils permettent de partager du contenu en temps réel. C'est un gros avantage, par contre ça apporte beaucoup de limites. Première limite importante, c'est la fin de l'autocensure. Je prends un exemple, vous l'avez peut-être entendu, c'est une fille qui s'est suicidée en live en se jetant sous un train sur Periscope. Au-delà du fait que c'est assez choquant de voir ça, on pense même que la tribune que lui a donnée Periscope, ça l'a même poussé à passer à l'acte. On se demande si s'il n'y avait pas eu cette tribune qui lui avait été donnée, elle l'aurait fait peut-être différemment, peut-être plus tard, elle n'aurait peut-être pas réfléchi. On se pose des questions sur le poids qu'a eu l'outil sur le passage à l'acte. Encore une fois, on retrouve les limites des outils précédents. On est toujours restreint à son cercle, alors que ce soit abonnement, contact, connaissance, il y a toujours une limite. Et enfin, on a une perte de l'instant présent. Je vois beaucoup dans les concerts des gens qui, avec leur tablette, partagent le concert avec des stories Snapchat. Sachant que les stories Snapchat seront perdues dans les heures à venir. Alors que les souvenirs qu'on aurait pris au moment de l'instant, eux, on pourrait les garder bien plus longtemps. Donc c'est un peu tout le paradoxe de ces outils qui finalement ont beaucoup de limites. Donc un petit récapitulatif sur les 4 différents médias qu'on a étudiés. On voit qu'ils sont de plus en plus connectés, ils sont de plus en plus intuitifs, beaucoup plus ergonomiques. Mais ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a toujours une limite sur ce qu'on va consulter, avec qui on va discuter. On va toujours consulter quelque chose qui nous intéresse. On ne va pas aller vers quelque chose vers l'inconnu, on n'ira jamais. Et même chose pour les personnes. On va aller discuter avec des proches, mais pas vers des personnes qu'on ne connaît pas. Ou au moins qui ont peut-être les mêmes centres d'intérêt qu'on ne connaît pas forcément. Mais qui... C'est pour ça que nous, on va vous proposer. Alors, on a pris toutes ces applications, on les a mis à poubelle. Donc pas dans le sens où on prévoit de tous les remplacer, plutôt dans le sens où on est parti de ce constat qu'on a fait et on repart de zéro. On commence à réfléchir à une nouvelle application, à un nouveau moyen de communication. Et c'est là on va vous présenter donc, notre application Passball, qui est en fait déclinée en un concept. C'est là qu'il ne faut pas vous perdre. Le concept est assez simple. C'est un jeu, mais un jeu pas seulement au sens où on va s'amuser, c'est un jeu qui est au service de la communication. Donc c'est vraiment l'aspect communication du jeu qui est important. L'idée principale du jeu, c'est qu'on va pouvoir donner à l'utilisateur la possibilité de communiquer au hasard autour de soi. Ça veut dire qu'on garde toujours une notion de géolocalisation, mais c'est le terme hasard qui est important. Qu'est-ce qu'on va communiquer? On va communiquer du contenu qui sera modélisé par une balle. En gros, on va envoyer une balle virtuelle à un utilisateur autour de soi. Le contenu, ça peut être n'importe quoi, il n'y a pas vraiment de limite, message, photo, vidéo. Pour l'instant, il n'y a aucune limite à ça. J'enchaîne sur les use cases principaux. Il y en a 2. On pourra envoyer une balle, simplement, en ouvrant son téléphone, on s'inscrit à l'application, ce sera une application mobile, native. On ouvre l'application, on s'inscrit et on génère une balle. On lui accroche un contenu, n'importe quoi, une photo, un message, et on l'envoie autour de soi. Et le destinataire qui va être notifié par une notification push va ouvrir la balle, va voir le contenu, va voir l'utilisateur qui lui a envoyé cette balle et il va pouvoir choisir de faire rebondir la balle à quelqu'un d'autre. Donc on va avoir une succession de rebonds comme ça au hasard et les balles peuvent aller très loin géographiquement. Et en fait, chaque utilisateur va pouvoir marquer un message, soit en répondant à la personne qui avait envoyé initialement le message, soit en répondant à la seconde, et en fait, cette balle va se propager de personne en personne. Et donc, ça nous amène au deuxième use case qui sera le suivi d'une balle. Qui pourra suivre une balle? Tout d'abord, le créateur de la balle. Parce qu'il y a toujours le créateur est différencié des autres destinataires qui vont faire rebondir la balle. Ça va être le propriétaire de la balle et il pourra suivre géographiquement les rebonds qu'elle a fait avec les messages qui ont été postés ou les contenus multimédia. La deuxième personne qui pourra suivre une balle, ça va être le destinataire. Au moment où il ouvre la balle, il va pouvoir voir les précédents rebonds de la balle pour avoir une sorte de contexte des messages et pouvoir répondre de façon pertinente aux messages qui ont été postés.
Tout ça, ça sera bien sûr subjectif et on donne la possibilité au destinataire de comprendre lui-même qu'est-ce que les gens précédemment ont voulu lui dire. Comme on voudrait intéresser les gens, on va ajouter un petit peu de gamification à tout ça. Le premier point, on va mettre en place un système de récompense. Exemple, imaginons qu'on ait une récompense planète, si notre balle elle fait le tour du monde sur les 5 continents par exemple. Ce genre de récompense, il n'y a aucune limite, on a plein de possibilités, plein d'idées. Et on pense que ça peut rajouter un peu de fun à l'appli. Deuxième point, c'est les objectifs. À différencier avec les récompenses qui étaient définies par nous, les administrateurs du site. Ici, c'est l'utilisateur qui va donner lui-même les objectifs. Donc en gros, l'utilisateur, il va ouvrir une balle, enfin il va générer une balle et il va dire j'adore les paysages, je prends le champ derrière Kiel, là-bas, je le trouve très beau et je marque partager vos plus beaux paysages. Il l'envoie au hasard. Quelqu'un qui est citadin à Luxembourgville, il va dire oh, moi j'adore la banque, là elle est trop stylée et tout, je la prends en photo. Et donc là du coup ce sera subjectif et les gens vont dire ben, moi mon paysage c'est celui-là, moi mon paysage c'est celui-là, moi mon paysage c'est la forêt derrière chez moi. Et on va avoir un petit peu de partage autour de ça. Tout ça, ça sera induit par l'utilisateur, le créateur de la balle. Dernier point, on va avoir un petit peu de statistiques aussi. D'abord pour le créateur de la balle, qui va pouvoir voir le nombre de kilomètres qu'elle a parcouru, le nombre de rebonds, etc. Plein de choses. Et pour faire en fait le parallèle avec les récompenses, où il en est, pour avoir la récompense à 1 million de kilomètres. Si on va sur lui, sur Mars. On enchaîne sur les exemples de balles. Là, on a différents types de balles. Donc on a les balles totalement standards où on va juste prendre un périmètre autour de la personne et on va dire bah, autour de toi, sur un rayon de 50 km, et ben, la balle, quand tu vas l'envoyer, c'est une personne qui est dans ce cercle qui va la recevoir. Donc là, c'est des personnes totalement au hasard, il n'y a pas de... N'importe qui peut recevoir la balle, qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peut-être. Hasard. Deuxième type de balle, c'est celui que je trouve qui est le plus intéressant et qui offre le plus de possibilités, ça s'appelle la target ball. Je prends un exemple pour l'illustrer, ce sera plus simple. Imaginons que j'ai un ami aux États-Unis qui fête son anniversaire dans un mois. Je génère une balle, je marque joyeux anniversaire et en bas je marque souhaitez joyeux anniversaire à mon pote dans votre langue natale. J'envoie la balle et puis là on va avoir des joyeux anniversaires, peut-être après en italien, en espagnol, on ne sait pas, en allemand. Et le jour de son anniversaire, enfin j'aurais défini le jour de son anniversaire et à minuit, l'utilisateur cible, donc mon ami aux États-Unis, va recevoir cette balle et il pourra voir les messages qui lui ont été envoyés par les différentes personnes qu'il ne connaît même pas dans les langues de chacun. Donc ça peut être assez ludique, fun, je trouve ça pas mal. Une autre balle qu'on avait pensé, c'était des balles de communauté. Parce qu'en fait, quand on va s'inscrire à l'application, on va s'inscrire via notre compte Facebook, notre compte Twitter, et il y a des personnes qui sont plus ou moins influentes sur ces différents réseaux sociaux. Donc là, on avait pris l'exemple de Cyprien qui va vouloir en fait envoyer une community ball. Et en fait, cette balle, elle va seulement être partagée aux personnes qui le suivent sur Twitter. Donc comme ça, en fait, les personnes qui le suivent, ils vont pouvoir recevoir une balle de la personne qui suivent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Et là, on est dans un cercle un peu plus restreint, on reste dans la communauté de la personne, et en fait, les messages qui seront échangés seront entre fans de Cyprien dans le cas-là, et d'autres personnes. Dernier exemple de balle, un petit peu plus fun, c'est la Dragon Ball. C'est une standard ball, hein. C'est juste qu'elle est partagée au lieu d'une fois, 7 fois autour de l'utilisateur, à chaque fois. L'intérêt de ça, au-delà de s'amuser un peu avec les noms, c'est pouvoir partager du contenu en masse, de la pub, etc. Il y a plein de cas d'utilisation. Donc là, on va s'éloigner juste un petit peu du jeu. Donc là, on vous a présenté le concept, on vous a présenté ce qu'on avait imaginé pour faire ce jeu au service de la communication. Et maintenant, on va vous parler de quelque chose un peu plus... qui nous correspond un peu plus. Donc c'est l'importance de l'expérience utilisateur. C'est des questions en fait qu'on s'est posées pendant la réalisation de cette application. Comment intéresser tout le monde? Comment faire que l'application soit utilisable par tous? Et donc, c'est là où on a mis le point sur l'expérience utilisateur, le UX, la user experience. Donc, je
sais pas si vous connaissez la différence en fait entre un user interface, enfin la user interface et la user experience. Donc la user interface, ça va être les personnes qui vont faire pour que ce soit joli. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit design, il faut que ce soit claquant quand les utilisateurs vont regarder l'application. Et la personne qui s'occupe du user experience, lui, il faut que l'application soit pratique, qu'elle soit utilisable. Il faut que les personnes ne soient pas perdues quand ils l'utilisent, qu'ils ne soient pas frustrés. Et pour ça, il va déjà étudier les différents scénarios d'utilisation. Comment l'utilisateur va se connecter, comment l'utilisateur va comprendre le concept, comment l'utilisateur va pouvoir utiliser telle ou telle feature, comment il va pouvoir la comprendre. Il va vraiment se poser toutes ces questions pour que l'utilisateur comprenne et pour que ce soit le plus simple possible à utiliser. Donc là, on voit quelque chose qui est fait souvent dans les applications, c'est des petits tutoriels pour des fonctionnalités où on va accompagner un message court. On va faire un message court accompagné d'une image ciblée. Donc là, ils présentent la mailbox où ils vont montrer comment archiver un message, par exemple. C'est quelque chose que si jamais on n'avait jamais eu le tutoriel, on n'aurait jamais eu l'idée de décaler en fait notre message pour l'archiver. Alors que maintenant, c'est quelque chose qu'on fait dans toutes les applications. Autre chose, autre scénario, c'est les actions qui doivent être en relation avec le contexte. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est, prenons une application qui fait de la vente, qui va avoir un catalogue sur son téléphone, enfin sur une application catalogue, et on va vouloir chercher les magasins où on va pouvoir acheter les différents produits. Si on arrive sur l'application, on démarre seulement l'application et qu'il nous demande notre position, on ne va pas comprendre. On va se dire pourquoi cette application elle veut ma position alors que tout ce que je veux c'est juste consulter les produits. Donc ce qui est important dans l'expérience utilisateur, dans cette expérience utilisateur, c'est que les actions elles doivent vraiment être en rapport avec le contexte. Si jamais je clique sur rechercher store, là je m'attends à qu'il me demande ma localisation parce qu'il va rechercher les stores qui sont autour de moi. Alors qu'au moment où je démarre l'application, je ne m'y attends pas du tout, je ne comprends pas, et il y a un risque pour que l'utilisateur refuse, alors que pour exploiter pleinement l'application, il va avoir besoin de donner l'autorisation de géolocalisation. Donc, je vous parlais tout à l'heure que dans notre application Password, on avait donc une notification via les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, quand on télécharge une application, personnellement, je remplis très rarement des formulaires. Je passe toujours par ces petits utilitaires, soit Facebook, soit Twitter. Et donc, ça me paraît indispensable pour qu'une application soit utilisable par tous, qu'on passe par un système d'authentification tiers, afin de ne pas perturber les habitudes des utilisateurs. Autre chose qu'on trouve souvent dans les applications pratiques et utilisées, c'est les interactions simplifiées. Donc, par exemple, quand on va me demander de saisir ma carte bancaire ou une information qu'on me demande d'aller sur un site internet, je m'attends à trouver un QR code pour remplir automatiquement l'URL ou pouvoir prendre une photo de ma carte et récupérer toutes les informations qui sont présentes à l'intérieur. Donc vraiment simplifier et utiliser les différents matériaux qui sont à notre disposition, la caméra, l'empreinte digitale maintenant qu'on retrouve sur les nouveaux téléphones, des choses comme ça. Donc vraiment simplifier l'utilisation. Et autre chose qu'on a remarqué qui était très importante au sein des applications mobiles, c'est les terminologies. C'est aussi vrai pour les applications de parfaitement. Donc les terminologies, il faut partir sur quelque chose de simple, accessible à tous. Par exemple, une application immobilière, on va s'attendre à retrouver des termes comme acheter, louer et vendre, et pas acquérir, amodier et céder, qui je pense ne parlent pas à grand monde. En tout cas, amodier, j'ai dû le chercher sur Internet. Et dernier point qu'on a voulu montrer, parce que l'UX c'est très très large et on a bientôt que de 25 minutes, donc c'est de prévoir les erreurs d'utilisateurs. On retrouve en fait cette notion dans beaucoup d'applications sans vraiment s'en rendre compte, et en fait l'objectif de prévoir ces erreurs d'utilisateurs, c'est vraiment enlever la frustration à l'utilisateur, le prévenir le plus rapidement possible que ce qu'il a saisi aujourd'hui c'est pas correct. Donc là, par exemple, prévenir que ce champ ne peut pas être blanc quand on l'a passé. Prévenir qu'ici, il peut y avoir que des nombres. Et encore plus loin, pour éviter d'afficher ce message, là, il dit que il dit que la carte bancaire doit faire 16 caractères. Mais bon, bref. Donc il aurait très bien pu saisir des caractères, des chiffres, des lettres, etc. Donc on sait que dans un numéro de carte de crédit, il n'y en a pas.
Donc on va aller plus loin, on va même éviter à l'utilisateur la possibilité de faire une erreur en lui proposant cette fois-ci un pavé où il n'y a que des chiffres. Au lieu de proposer le clavier standard, on va lui proposer quelque chose de plus optimisé. Et on voit qu'il y en a qui vont encore plus loin. On voit Twitter par exemple qui, là, pour faire l'erreur, pour ne pas comprendre l'erreur, c'est, on va dire, vraiment compliqué de ne pas la comprendre. Donc on sait que les tweets sont limités à 140 caractères. Et que si jamais on en met trop, on ne va plus pouvoir poster le tweet. Donc là, dans le cas-là, eux, pour chaque caractère supplémentaire, pour chaque caractère qui est en trop, ils vont aller jusqu'à surligner le caractère, pour dire que c'est un caractère qui ne s'afficherait pas sur le tweet. Et il y a même un compteur accompagné pour savoir le nombre de caractères qu'on doit enlever. Donc là, l'utilisateur, il n'est pas frustré parce qu'il sait très bien que pourquoi il ne peut pas poster le message. Il ne va pas appuyer sur tweet et se rendre compte après d'avoir un message, une alerte qui lui dit votre tweet n'a pas pu partir parce qu'il y a 142 caractères en trop. Donc ça, voilà, c'est les points qu'on a voulu relever sur l'interface de la user experience. Donc c'est assez léger, mais c'est des questions qu'on a dû se poser pour réaliser notre application. Donc je vous laisse si vous avez des questions ou des remarques. Dites-nous si on est totalement barré ou si c'est un truc assez intéressant, s'il y a moyen de faire un truc sympa ou pas du tout. C'est génial. C'est vrai ou... C'est juste génial. C'est vrai. C'est la bouteille à la mer. C'est un peu ça. La question c'est, est-ce que là tu as parlé de l'UX, tu as parlé de ton application et tout ça, est-ce que tu as une idée de monétisation de ce truc-là? Mais non, mais c'est sérieux, ça coûte des sous. Au niveau de alors déjà, au niveau du jeu, on voulait un petit peu restreindre les utilisateurs, dire que on va avoir une limite au nombre de balles que l'utilisateur peut avoir à un instant T. Parce que si un utilisateur décide d'arrêter de jouer et de plus relancer, il va recevoir plein de balles, et ces balles, au final, elles vont être perdues, parce que l'utilisateur il va plus les relancer. Donc l'idée, c'était déjà de limiter le nombre de balles que tu pouvais avoir dans ton inventaire. Pour dire que maximum, tu peux avoir 2 balles à toi et 3 balles à des utilisateurs, à d'autres utilisateurs. Donc dire ça, c'est aussi offrir la possibilité, via des microtransactions, d'augmenter cette limite. Et ce qui nous paraissait, alors ça c'est au niveau de l'utilisateur, et ce qui nous paraît un petit peu plus viable, ce serait au niveau des entreprises. Faire communiquer, faire ce relais, ça montre aussi que si on reçoit une balle sponsorisée et qu'on va la renvoyer, qu'on va la distribuer, c'est que le contenu il nous paraît pertinent et qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour la société de tenter ce moyen de communication. Une société qui balance une Dragon Ball, c'est quand même assez rare.